France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. À Aix-les-Bains, une policière a tué un homme d'une quarantaine d'années qui tentait de poignarder sa femme à coups de couteau. Les faits remontent à dimanche. Selon les syndicats, la policière n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser son arme pour sauver cette femme qui était déjà grièvement blessée. Une enquête a toutefois été ouverte. Nous irons au Cési. La station stocke cette semaine plusieurs mètres cubes de neige, non pas pour l'hiver prochain, mais l'idée c'est quand même de fabriquer une piste de ski pour l'arrivée du Tour de France en juillet. Et si le test est concluant, la station pourrait bien renouveler l'opération. Enfin, le festival Tolart, organisé par l'association étudiante Génépi, commence demain à Grenoble. Objectif, parler du milieu carcéral à travers tous les arts et notamment le cinéma ou encore la chanson. Plusieurs groupes sont à l'affiche. Les rappeurs de G7N seront sur scène. Vous découvrirez leur portrait à la fin du journal. Juste après cette édition, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les principaux titres. Et c'est le grand jour pour la loi El Khomri à l'épreuve de l'Assemblée, mais toujours sous la pression de la rue. Le gouvernement écarte pour le moment un recours au 49.3. François Hollande défend un compromis juste. Et puis une nouvelle révélation particulièrement compromettante pour le nucléaire français. Areva vient de reconnaître que des falsifications pourraient être à l'origine d'anomalies détectées dans le suivi des fabrications du groupe à la forge du Creusot. Un coup dur pour l'usine. Et tout de suite, donc, cette affaire de violence conjugale qui s'est déroulée dimanche dernier à Aix-les-Bains. Une policière a tué un homme qui tentait de poignarder sa femme. Même si la légitime défense pour autrui semble établie dans cette affaire, une enquête a été ouverte. Les précisions d'Aurélie Massé avec Didier Albrand. C'est dans cette rue du centre d'Aix-les-Bains que le drame s'est joué. Il est environ midi lorsque la police reçoit l'appel d'un habitant de cet immeuble. Une violente dispute oppose ses voisins, un couple d'une quarantaine d'années. À leur arrivée sur les lieux, les forces de l'ordre entendent les cris désespérés d'une femme. Ils défoncent alors la porte. Ils sont rentrés, ils se sont retrouvés face à un homme armé d'un couteau, avec du sang dessus. Et ils ont essayé de le raisonner, essayé de discuter avec lui. Ils ont même essayé, avec les tonfas, de les armer, mais ils ne sont pas parvenus. Cet homme est sorti avec eux, il est rentré, et puis il est allé dans une pièce à côté où il y avait son épouse. On a découvert après que c'était son épouse qui était par terre, déjà blessée. Il lui a reporté un coup de couteau. Et au moment où il a lui reporté un nouveau coup de couteau, un des deux policiers, une policière en l'occurrence, a fait feu sur lui et il est mort de ses blessures. Pour le parquet, la policière a donc agi en état de légitime défense pour autrui. 2 témoignages vont d'ailleurs en ce sens. Mais comme l'exige la procédure, l'inspection générale de la police a été saisie de l'affaire. De son côté, le SGP, syndicat des forces de l'ordre, apporte son soutien à la fonctionnaire incriminée, une femme expérimentée et bien notée. La collègue a fait usage de son arme dans le cadre de la légitime défense pour autrui. Si elle n'avait pas utilisé son arme, on peut penser que la femme aurait pu décéder des coups de couteau menés par l'individu. Bien sûr, on va amener tout notre soutien et puis surtout, on va essayer de l'accompagner avec toutes les psychologues qui peuvent être là pour parler de cette affaire et évacuer au plus vite cette situation. L'homme décédé a été autopsié aujourd'hui. Il souffrait, semblait-il, de problèmes psychiatriques, mais aucune violence conjugale n'avait été signalée jusque-là. Très grièvement blessée, son épouse est quant à elle hors de danger. 2 militaires en mission Vigipirate devant la justice. Ils ont été déférés ce matin au parquet de Chambéry. Les 2 hommes ont menacé plusieurs personnes avec un fusil d'assaut à la suite d'une altercation à la sortie d'une discothèque. Les précisions de Nathalie Rapuc avec Gilles Ragri. C'est ici, dans le quartier du Carré-Curial, en plein cœur de Chambéry, que des militaires de la mission Vigipirate auraient mené une expédition punitive dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les premiers éléments, un militaire qui n'était pas en service ce soir-là a été pris à partie dans une bagarre à la sortie d'une discothèque. Fortement alcoolisé, il est allé chercher du renfort auprès de ses compagnons. Il est revenu avec son fusil d'assaut et il aurait menacé plusieurs personnes. Finalement, ce sont ses camarades qui l'ont désarmé. Au total, 2 militaires ont été placés en garde à vue. Ils seront jugés vendredi, donc en comparution immédiate. Donc le première classe, c'est sûr qu'il sera jugé vendredi. Le deuxième, normalement, il devrait venir avec lui, mais tout dépend de la décision du juge délégué.
En garde à vue, il a reconnu, il a réalisé qu'en temps normal, que ça ne se fait pas, il n'aurait pas dû, aussi bien devant le parquet que devant le juge des libertés. Il cesse de l'admettre et il reconnaît qu'il a commis une grosse faute. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, promet des sanctions disciplinaires exemplaires pour ces actes qui restent exceptionnels. Depuis 2015, 10 000 militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle sont mobilisés sur l'ensemble du territoire. Ils devraient le rester jusqu'en 2017. Deuxième journée du procès de Michel Néret à Paris. L'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise comparé pour corruption aux côtés de 8 autres prévenus, dont 2 policiers grenoblois. Michel Néret a longuement été interrogé hier et ce matin. Il a notamment dû s'expliquer sur ses relations avec le milieu. Paul Satis, Mathieu Boudet. Un avocat, Maître Jakubowicz, qui défend un autre avocat, David Metaxas, 2 stars du barreau de Lyon au tribunal de Paris. David Metaxas est un des 9 prévenus de l'affaire Néret, poursuivi pour recel de violation de secrets professionnels. Il aurait reçu des documents confidentiels, soit directement de la part de Michel Néret, soit via Gilles Bénichou, le voyou qui ne cesse de demander des informations à son ami commissaire. Metaxas se défend vigoureusement. Les documents reçus de Néret, il ne les a pas sollicités. Le recel d'une fiche Interpol, il nie, son existence n'est d'ailleurs pas prouvée, le symbole d'un dossier bancal selon lui. Mon sentiment, c'est qu'on a essayé effectivement de faire tomber la chaîne de la justice lyonnaise à travers lui. On n'y parvient pas, et puis alors, désolé de le dire, ça se casse la figure. Voilà, pour moi, l'accusation se casse la figure. J'ai pas à me prononcer sur la responsabilité de Michel Néret, c'est son problème. Mais les autres, qu'il s'agisse des magistrats ou des avocats, et notamment je suis l'avocat, nous, on n'a rien à voir. Ça fait 4 ans que je le dénonce, 4 ans que je suis poursuivi, 4 ans qu'on fait des poursuites disciplinaires, 4 ans qu'on a demandé ma suspension placée sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, ça s'arrête. Au 2e jour de ce procès, il y a toujours un grand absent, Gilles Bénichou. C'est pourtant l'homme clé du dossier, l'escroc qui sollicitait sans cesse Michel Néret. L'ex-commissaire, devant la litanie de services rendus aux truands et à son cousin, de Guerlas, reconnaît qu'il a été manipulé. Surprenant pour un super flic. Toutes les cuirasses ont une faille, hein, je pense que c'est ça. Et puis, je crois que Michel Néret est habitué à une délinquance particulière. Là, on a une autre délinquance. Hein. On appelle ça une délinquance astucieuse dans les prétoires. Et je crois qu'il y a peut-être de ça aussi. Il y a une mentalité, peut-être qu'il est proche, en tout cas, il comprend le fonctionnement de délinquants un peu, j'allais dire, standard, braquage, trafic de stupéfiants. Il y a d'autres délinquants qui sont plus difficiles à cerner, à comprendre, à combattre, bien sûr, mais surtout à infiltrer, si je puis dire. Michel Néret est un ami précieux pour Bénichou et son cousin Stéphane Alzra. Par exemple, au printemps 2011, il intervient sans succès auprès de magistrats pour éviter la prison à Alzra, qui vient d'être condamné dans une affaire de fraude fiscale. Il intervient également pour lui faire récupérer son passeport confisqué. Je n'ai pas fait preuve de prudence. Je suis atterré. J'ai fait une erreur stratégique. Tout au long de la journée à la barre, Michel Néret se montre contrit et désolé de s'être ainsi fait berner par ses potentiels indices. Il ne parle pas en revanche de contrepartie en nature. Le tribunal se penchera finalement demain sur cette question cruciale, car là se trouve l'accusation de corruption. Social, près de 300 personnes se sont rassemblées ce matin devant la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble pour contester la loi travail. C'est justement aujourd'hui que les députés commencent à examiner le texte à l'Assemblée nationale. Cédric Picot, Vincent Abran. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Plus de 300 personnes se sont réunies contre la loi travail. Des étudiants, des lycéens et surtout des syndicalistes mobilisés sous les fenêtres de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est un endroit où se réunissent régulièrement les chefs d'entreprise. C'est un endroit, c'est un marqueur très très fort. Et aujourd'hui, même si c'est les socialistes qui portent la loi travail, on sait qu'ils le portent dans l'intérêt des entreprises, pas des petites, on le sait, hein, des grosses entreprises. CGT, FO, Sud, Solidaire ou FSU demandent toujours le retrait du projet de loi travail. Le texte est arrivé aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Il sera débattu pendant 2 semaines. Largement modifié ces 2 derniers mois, le projet n'a toujours pas convaincu ses opposants. Il dénonce encore la fin des négociations de branche au profit des accords d'entreprise. Depuis 1936, c'était la loi qui prévalait sur les accords d'entreprise. Là, ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui, c'est de changer cet état de fait. C'est-à-dire que dans les entreprises, on pourra déroger sur le droit du travail et également
sur la convention collective. Et ça, c'est complètement inacceptable. Je vous invite à regarder ce que fait le TAFTA. La loi travail va être débattue à l'Assemblée jusqu'à la fin de la semaine prochaine, avant un premier vote solennel. En attendant, les opposants comptent interpeller leurs députés. Ils prévoient une nouvelle journée de mobilisation le 12 mai. Allez, on reste en Isère, mais on part à Lens-en-Vercors. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a présenté ce matin un plan neige. Après une saison délicate, la région veut aider les stations à faire face aux aléas climatiques. Et la première étape de ce plan vise à financer l'implantation de canons à neige. Nicolas, l'Andalousie, Dominique Bourget. Des domaines peu enneigés, un phénomène observé dans de nombreuses stations des Alpes cette année, en cause des chutes de neige en diminution de 5% par rapport à l'an dernier. Alors la région a décidé de brandir une arme, un plan neige avec 200 millions d'euros d'investissement sur 6 ans. Priorité, aider les stations à s'équiper de canons à neige pour faire face au changement climatique. Si on s'équipe, si on met des canons à neige, on a parfaitement la capacité de garder notre tourisme d'hiver. Dans notre région, c'est 180 000 personnes qui travaillent grâce à ça. Je ne veux pas que le ski devienne un sport élitiste réservé uniquement aux plus riches. Les petites stations réparties sur notre territoire, elles permettent à des jeunes d'apprendre sans que ce soit trop cher. Et c'est aussi ça qu'on va défendre avec ce plan neige. Un plan neige salué par les applaudissements des représentants des stations, notamment les plus petites comme Lens-en-Vercors. Sur ce domaine où aucun canon à neige n'est installé, la saison a été difficile. Il nous manquait une petite bande de neige pour pouvoir faire une saison normale. Et si on avait eu des équipements de neige de culture, on aurait pu s'en sortir. Assurance chômage pour les uns, trop énergivores pour d'autres, ces canons capables de produire un volume important de neige suscitent le débat. Mais pour Gilles Chabert, la consommation d'eau et d'énergie qu'ils entraînent est bien faible au regard des enjeux économiques. Soyons sérieux, les sports d'hiver nous ont tout donné, nous ont tout amené. Aujourd'hui, bien, les gens viennent, c'est attrayant. Et si on faisait un tout petit peu de neige, bon, peut-être d'une manière qui n'est pas totalement académique, encore que ça ne va pas tout perturber, et on sauvera au moins le premier animal qui vit dans nos montagnes, qui est l'homme. Et tant pis si la libellule dépressive en prend un petit coup sur le nez. Les libellules peuvent s'inquiéter. La région veut aller vite pour que la France rattrape son retard. Seuls 30% de nos stations sont équipées d'enneigeurs, contre 70% en Italie. Et la neige, on continue d'en parler puisqu'au CESI, on a carrément décidé de la stocker afin de la réutiliser cet été. L'objectif étant de profiter du passage du Tour de France cycliste en juillet pour se faire connaître dans le monde entier. Les précisions de Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. Un gigantesque tas de neige de près de 3000 mètres cubes recouvert de sciures de bois. L'image peut paraître étonnante, mais ce procédé respectueux de l'environnement est utilisé depuis plusieurs années dans les pays nordiques. Le principe est simple. La sciure absorbe l'eau tout en laissant circuler l'air et joue donc en quelque sorte le rôle d'un frigo. En fait, ça permet normalement de garder notre couche. On a une perte évaluée entre 20 et 30%. En fait, c'est de l'isolant, c'est juste de l'isolant qu'on projette sur la neige. La couche de sciure d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur va donc permettre de conserver la neige pendant plusieurs semaines, jusqu'au 22 juillet précisément. Ce jour-là, les coureurs du Tour de France cycliste passeront au CESI au cours de la 19e étape de la Grande Boucle entre Albertville et Saint-Gervais-Mont-Blanc. La station a donc décidé de profiter de cet événement très médiatique pour faire une grande opération de communication à l'international. C'est vrai que c'est une belle vitrine, hein. Tout le monde va regarder, des millions de téléspectateurs. C'est vrai qu'on est toujours à la recherche de nouveaux clients et particulièrement pour nous à l'international. 90% de notre clientèle est française, on n'a que 10% de clientèle étrangère et c'est vrai qu'à terme on aimerait développer la clientèle d'autres pays. Quelques heures avant l'arrivée du Tour de France, la neige sera étalée pour créer une piste de 400 mètres de long et 20 de large. Elle sera accessible à tous et des cours de ski seront même donnés aux enfants. Une image qui pourrait bien faire le tour du monde. Et si l'expérience est concluante, la station souhaite la renouveler à l'avenir. Elle envisage en effet de stocker de la neige afin de permettre l'ouverture de son domaine nordique dès le mois de novembre. Notre sujet, grande région à présent, direction Lyon, où hier des femmes engagées dans des carrières scientifiques de haut niveau ont échangé avec des lycéennes. Il s'agissait de les sensibiliser et pourquoi pas changer leur point de vue sur les métiers scientifiques qui attirent les garçons mais pas trop les filles. Sandy Goldstein, Julie Jacquard. Tout en première S, venue écouter le parcours de doctorante, de chercheuse. Aude Lemar-Verrier, elle est ingénieure en informatique et maths appliquées. Un choix malgré les préjugés.
Tu vas pas y arriver. Enfin, c'est les filles et les maths, ça marche pas. Donc ce genre de stéréotype-là, mais c'est jamais ce que j'ai pensé. Donc, par contre, après, dans... Vous l'avez entendu ? Oui, je l'ai entendu. Elles seront l'année prochaine en terminale scientifique où elles représentent encore 46% des effectifs. Mais post-bac, les chiffres sont implacables. Par exemple, 14% seulement à Polytechnique. La société dans laquelle nous vivons est une société qui est quand même très... où le masculin est très valorisé. Et les mathématiques sont considérées souvent comme un instrument de pouvoir. D'où une perte de confiance en soi, démontrée scientifiquement au CERMEP de Bron. Filles et garçons. Pendant 1 an, des chercheurs du CNRS ont étudié ce qu'il se passait dans leur cerveau. Installés dans cet IRM, ils ont résolu des équations mathématiques. Entre les filles en rouge et les garçons en bleu, des résultats identiques, mais une petite phrase va tout changer. Ça va, Noémie ? Dans la série d'exercices qui va arriver, eh bien, il y a une différence de performance entre les hommes et les femmes. Une performance différente et dans les cerveaux féminins en jaune, une émotion négative qui va leur faire perdre leurs moyens. Dans les environnements où plane l'idée d'une différence entre les hommes et les femmes, et bien entendu à la faveur des hommes, elles font moins bien que ce qu'elles devraient faire en réalité. La réussite des femmes dans ces filières-là pourrait être encore bien meilleure si ces filières étaient une fois pour toutes débarrassées des stéréotypes négatifs qui planent sur les femmes en matière de sciences d'une façon générale. Et pour faire définitivement échec et maths à ces clichés, la solution est dans l'éducation. On poursuit ce journal avec le second volet de notre série consacrée au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère qui fête cette année ses 50 ans. Après une première partie consacrée aux origines, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir le regard que porte sur ce musée une classe d'écoliers. Reportage Denis Vigneault-Duguet avec Jean-Pierre Rivet. De la résistance et de la déportation. Simone Lagrange, ça vous dit quelque chose ? Aucune idée, ouais. Des œuvres d'art, des souvenirs historiques et tout ça. C'est quoi la notion de résistance pour vous ? Se révolter face à l'horreur nazie quelque part. Il y a un truc sur le Massier là, alors attends, vite, c'est là. Chaque année, ils sont près de 9000 scolaires à visiter ainsi le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. Dans les couloirs du musée, les élèves déambulent, lentement. Et pourtant, on chante. Les rires ont disparu pour laisser place à des visages graves qui expriment la surprise et même parfois la stupeur. 150 prisonniers, c'était 150 stouks. Nous étions pas des êtres humains, mais des stouks, c'est-à-dire des morceaux. Voilà. Ils n'avaient pas plus de 8 ans et il y en a qui étaient tout bébés. Et ils creusaient des carrés autour d'eux et ils les brûlaient vifs comme ça. Et, c'est impressionnant le sort qu'on peut réserver à des enfants, juste des enfants. Un espace pédagogique fonctionne sous la responsabilité de Gilles Emprunt, professeur agrégé au lycée international. Tout au long de l'année, divers ateliers sont proposés aux scolaires. Au fil des ans, il a fallu s'adapter pour transmettre la connaissance aux nouvelles générations. Il y a 20 ans, une visite au musée, c'était on travaille au musée et après on rencontre un résistant ici, dans cette salle, le plus souvent, pour parler avec lui de choses très concrètes qu'on a vues dans le musée, pour avoir son ressenti. Là aujourd'hui, il n'y a que la vidéo qui peut faire ça et ça ne fait pas quand même le même effet. Dans les Alpes, les chasseurs alpins savent résister à l'armée de Mussolini. Aux portes de Grenoble, à Voret, les troupes françaises empêchent encore les Allemands d'entrer dans la ville. Donc là, on est juste dans les livres, on est juste dans les textes. Donc là, ils peuvent voir des objets qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, ils peuvent voir des photos, des images. Je pense que c'est beaucoup plus concret pour eux.
Merci. Vous rendez les supports au jeune homme là. Si on veut que le message soit transmis aux générations qui, elles, perçoivent les messages par d'autres moyens, il faut que les moyens aussi soient différents. Sinon ça peut marcher, il faut que la communication elle soit différente aussi, oui. Il faut qu'il y ait de l'interaction. Ouais, voilà. Tu disais ? Il faut qu'il y ait de l'interaction. Voilà, et demain, troisième et dernier volet de cette série, nous verrons comment ce lieu de mémoire peut faire le lien entre les résistances passées et les résistances à venir. L'événement se déroule tous les 2 ans à Genève. Le prix international du dessinateur de presse récompense une plume courageuse. L'événement a été créé par Jean Plantu, le dessinateur du journal Le Monde. Il a remis aujourd'hui le prix à 2 dessinateurs, l'un africain, l'autre asiatique, salués pour leur engagement. Le reportage à Genève d'Ingrid Pernet-Duparc avec Christian Mathieu. Il porte son t-shirt tel un étendard. Comment puis-je être neutre quand même mon stylo prend position ? Zunar, ce dessinateur de presse malaisien, encourt 43 ans de prison pour des dessins contre le pouvoir en place dans son pays. Gado, le Tanzanien qui vit au Kenya, a tout simplement perdu son emploi après 23 ans de reconnaissance dans son journal. Tous deux s'expriment sans se laisser intimider au péril de leur vie. Quand on regarde, hélas, le paysage, la géopolitique du dessin de presse, on voit qu'il y a beaucoup de lieux, et il y a beaucoup de situations dans lesquelles les dessinateurs sont soit menacés, soit intimidés. Et c'est la vocation de ce prix, en fait. C'est de non seulement saluer un talent, mais c'est de saluer un courage. Tels des lanceurs d'alerte, Chapat, Plantu, Herman et plus d'une centaine d'autres plumes militent pour la paix. On se dit, mais ce qui n'est pas bon pour la démocratie, c'est excellent pour la caricature. Et quand un caricaturiste est trop content de faire tous ses dessins sur les présidents qui pètent les plombs, sur Trump, c'est pas bon pour l'idée que je me fais de la démocratie. Désapprendre l'intolérance, c'était la mission que Plantu s'était fixée voilà 10 ans avec le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Depuis, le défi s'est corsé, la mission est devenue une obsession. Depuis 40 ans, l'association Le Génépi multiplie les actions sociales et culturelles auprès des détenus. À Grenoble, les étudiants du Génépi organisent à partir de demain le premier festival Tolart autour du thème l'art et la prison. Ciné-débat demain, concert vendredi et samedi, une journée rencontre au Jardin de Ville avec des expos, des écrits de détenus et de la danse. On écoute Naïda Yacouben, elle est la coordinatrice du festival. La prison, on n'en parle pas, on en parle mal. Et au Génépi, on essaye de sensibiliser un petit peu aux questions carcérales. On s'est dit que d'utiliser les arts pour parler de prison, ça pouvait être un moyen de faire passer nos idées. Donc on a essayé d'utiliser tout ce qu'on avait à notre disposition, donc le cinéma, la photo, la danse, la musique, le chant. Et ça donne Tolart. Voilà, et les rappeurs isérois du groupe G7N sont notamment à l'affiche de ce festival. Ils se sont déjà fait connaître sur Internet grâce à des clips faits maison. Ils présenteront au public leur nouvel album baptisé De l'ombre à la lumière. Damien Borelli, Gilles Ragri et Sylvain Dumaine les ont rencontrés. Il n'y a rien plus vrai que la phrase qui dit la vie c'est dur. Oui je suis taré, oui j'aime pareil, solidaire. RY, James Dean et Dead A rappent ensemble depuis 7 ans. Baptisé G7N, le trio grandit dans un quartier de Saint-Martin-d'Air, cultive un rap multiple avec des paroles tantôt sombres, tantôt joyeuses. On essaie de toucher les jeunes, on fait pas mal d'ego trip, c'est des morceaux qui n'ont pas vraiment de thème. Sinon les 3/4 des morceaux de l'album, il y a tout le temps un message pour faire avancer la jeunesse et on essaie de retirer des choses de notre passé pour donner des bonnes leçons. Enregistré entre Grenoble et Paris, De l'ombre à la lumière, le nouvel album des 3 garçons reflète cette volonté de ne pas céder aux sirènes d'un rap pur et dur, mais de distiller des mélodies aux sonorités pop. On aime la musique, donc quand il n'y a que du rap, voilà, on aime que les refrains qui parlent et la mélodie et le chant, c'est universel. Voilà, c'est universel. C'est universel, donc la meilleure façon de toucher un maximum de monde, c'est de faire du chant. Et puis c'est quelque chose qui nous plaît et
on est assez à l'aise et puis c'est pas donné à tout le monde de pouvoir chanter. Conscient du pouvoir de l'image et des réseaux sociaux, le trio s'est fait connaître avec des vidéos plutôt chiadées comme Guantanamo, métaphore sur l'enfermement. Sensibles à la condition des détenus, les garçons ont accepté de jouer dans le cadre du festival grenoblois Tolart. La culture, ça doit pas être exclusif ou pas être privé, quoi. La culture, c'est à tout le monde. Donc même si on est prisonnier, on doit pouvoir avoir accès à la culture et c'est une chose bénéfique parce que sinon, c'est une manière de rester en lien avec l'extérieur. À l'image de ce nouveau morceau festif clippé il y a quelques jours à Marrakech, G7N cultive l'énergie positive. Une énergie qu'ils propageront vendredi sur la scène de l'Empérage à Grenoble. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées. À Aix-les-Bains, une policière a tué un homme d'une quarantaine d'années qui tentait de poignarder sa femme à coups de couteau. Les faits remontent à dimanche. Selon les syndicats, la policière n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser son arme pour sauver cette femme qui était déjà grièvement blessée. Une enquête a toutefois été ouverte. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpe.france3.fr. Tout de suite la météo puis l'édition nationale. Demain,